Bonjour à tous et bienvenue. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Jeff et par François. Je suis Fabien Fouissard, je suis directeur marketing de Fujitsu France. Et aujourd'hui, nous allons parler de satisfaction client. Jeff, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, je suis le chef de research chez Whitelane. Je peux te dire deux mots de Whitelane. On est une Bien société sûr. de recherche et donc on évalue la satisfaction des clients en Europe. Donc, dans chaque pays de l'Europe, parmi la France, on se focalise toujours sur le top 300 des organisations en budget informatique et puis D'accord. on interroge le directeur informatique ou son adjoint et on leur pose quelques questions sur la satisfaction des clients. Donc, ça, c'est le rôle de Whitelane. Et moi, je suis Très clair. responsable pour le research chez Whitelane. Merci. Merci beaucoup, Jeff. Merci beaucoup. François, est-ce que tu peux te présenter également, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, François Caffi, moi je suis responsable de la satisfaction client chez Fujitsu France. Donc, Fujitsu, pour ceux qui ne connaîtraient pas la société, on est un des leaders dans les domaines de la technologie de l'information et de la communication. On est, je pense, 130 000 dans le monde et en France, environ 300. Voilà, donc, on propose des solutions innovantes pour nos clients partout dans le monde. Merci beaucoup, François. Écoute, on va commencer avec toi, Jeff, avec une première question. Alors, comment ça s'effectue justement une étude Whiteline et sur quels justement critères vous basez votre classement des meilleurs fournisseurs IT? Parce que c'est évidemment la question que tu poses derrière ton enquête. Oui, parfait. Donc, c'est une étude de perception. Alors, comme je venais de dire, on fait ça dans 8 pays, parmi la France. Mais en Europe, en total, on se focalise sur le top 2000 des sociétés. Donc, l'année passée, les 2000 plus grandes organisations venant du secteur privé ou secteur privé, euh, un public, ont donné leur feedback de la satisfaction de leur fournisseur principal. En moyenne, chaque organisation évolue 3 fournisseurs. Donc, ça veut dire, en Europe, ces 2000 sociétés ont évalué plus que 5000 contrats. Alors, si on parle de la France, on se focalise sur le top 300 et l'année passée, plus de 200 organisations ont évalué plus ou moins 500 contrats en France. Ça se C'est donne clair. un peu Et puis, on pose des questions sur la satisfaction, c'est-à-dire, on demande, est-ce que vous êtes satisfait de votre fournisseur ou votre fournisseur principal? Et puis, on pose des questions plus en détail. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité de livraison, du prix, Hmm. Ouais, bah oui, c'est la important. façon C'est dont toujours important. C'est toujours important le prix. exact, la façon dont le fournisseur gère les clients et les compétences en innovation. Donc, ce sont les questions qu'on pose. Et puis, on fait un ranking et le client peut comparer donc ses fournisseurs avec tous les autres fournisseurs sur le marché, plus ou moins une trentaine. D'accord. Très clair, Jeff. Alors peut-être une autre question aussi. Évidemment, t'en fais on va dire, tous les ans hein, des études Whiteline. Qu'est-ce que tu avais retenu, toi, de l'année précédente, justement de 2023-2024, de la saison précédente, parce que je sais qu'il y a une nouvelle enquête qui va sortir, on en reparlera tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui t'avait marqué, toi, dans l'étude précédente? OK, surtout, si on voit la tendance importante, c'est focus sur la réduction de coûts, très sensible pour les clients. Donc, c'est une raison très importante, le plus important pour lequel les clients ont dit, voilà, ça c'est la raison, on va externaliser. Deuxième chose, c'est le cloud. C'est aussi intéressant. Les investissements en cloud se stabilisent. Les clients commencent à voir que le cloud, c'est pas le miracle qui va résoudre tous nos problèmes. Donc, ils savent maintenant que c'est pas gratuit et savent que c'est pas toujours Oui. très flexible. Et le troisième point, et ça reste vraiment un challenge sur le marché, pas uniquement en France, mais c'est le manque de compétences chez les clients pour être un player, ce qu'on a dit, un professionnel. Donc, Hmm. je crois que les clients doivent aussi encore un peu plus investir pour avoir ce qu'on appelle une meilleure gouvernance. Donc, Oui. ce sont 3 points qu'on a découverts dans l'étude précédente. Alors justement, donc de toute façon, je pense que les problématiques évidemment de réduction de coûts, elles restent un petit peu, comment dire, pérennes. Et je pense que ça fait quelques années que tu les vois, même si tu disais qu'en effet que c'était une tendance plus marquée encore l'année passée. La partie innovation, la partie cloud et de comment justement je gère à la fois mon cloud en interne, comment je le gère aussi en externe et quelles sont les autres solutions qui peuvent exister. Quelles sont les tendances que toi tu pressens, Jeff, pour justement
à ta prochaine étude, qu'est-ce que tu penses que tes clients, parce que tu rencontres évidemment tous les jours, tu rencontres des fournisseurs et tu rencontres également des clients, qu'est-ce que tu pressens, qu'est-ce que tu imagines pour justement cette nouvelle étude en grande tendance? Oui, ça c'est un peu difficile à dire parce qu'on n'a pas encore le résultat, mais je peux comparer. C'était le moment Madame Irma, voilà. Exact. Mais non, on a déjà fait les études dans les autres pays et je crois que la France va suivre le même feedback. C'est plus ou moins la même chose que l'année passée, mais aussi, si on voit l'intelligence artificielle, si on voit ça, c'est quoi? Tout le monde en parle, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui investissent. Donc, ce on constate maintenant dans des autres pays, et je crois qu'on va aussi constater cette année en France, que les gens font des sites pilotes, mais il n'y a pas de grands projets en intelligence artificielle. Donc, c'est quand même une chose qui est assez importante, qui a naturellement aussi comme conséquence le chiffre d'affaires des fournisseurs, parce qu'il n'y a pas de grands projets. Je crois qu'il y a 10% des clients en France qui vont vraiment investir une somme importante dans l'intelligence artificielle. Ça veut dire que 90% est toujours en phase pilote. Ça, c'est donc une chose qu'on voit pour cette année-ci. D'accord, non, mais très clair. De toute façon, évidemment, on le pressentait, mais en tout cas, je suis pas étonné. Je pense qu'en effet, on le verra. Et en plus, comme tu le disais, tu l'as déjà vu en plus pour certains pays pour lesquels l'étude a été réalisée. Peut-être juste pour parler un petit peu de la France que tu connais bien, Jeff, est-ce qu'il y a des particularités justement au niveau de l'externalisation IT où finalement le village français, bah, il ressemble finalement aux autres pays européens et on est à peu près tous dans la même veine où tu vois qu'il y a des choses qui sont un petit peu différentes? Qu'est-ce qui est différent? Si on compare avec les autres pays, la maturité du marché externalisation informatique est donc un peu plus bas que dans les autres pays. C'est surtout l'Angleterre et la Scandinavie où on voit le plus de projets. Mais ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour les fournisseurs en France et qu'il y a beaucoup de clients encore qui vont vers cette direction-là. On sent ça aussi, les investissements en nearshore et offshore. La France préfère peut-être plus le nearshore, le Maroc, l'Europe de l'Est, que le offshore. Je me souviens quand j'ai parlé avec le directeur informatique d'une grande banque qui disait le nearshore en France, c'est Lille. Ça, c'est donc là où il y a les tarifs qui sont 25% moins chers qu'à Paris. Mais donc, une certaine résistance. Et une chose assez importante, c'est en France, il y a pas mal de fournisseurs locaux. Si on va, on a Atos, Capgemini, Inetum, Soprasteria. Ça, on ne trouve pas dans les autres pays. En Allemagne, il y a un seul. Et en France, les fournisseurs locaux sont très, très bien représentés. Ce sont un peu les différences qu'on voit entre la France et les autres pays en Europe. Non, bah, très clair, hein, merci beaucoup. Peut-être, même si tu as commencé à l'aborder un petit peu dans la question que je voulais te poser, alors peut-être, là, on ne parle pas forcément que du côté d'une entreprise qui va faire le choix d'externaliser, de pouvoir justement engager des principes de gouvernance, s'améliorer, ce genre de choses. Est-ce que toi, à côté des sujets de coût, d'intelligence artificielle, de maîtrise de la partie cloud, est-ce que tu ressens aussi chez les DSI, qui sont quand même aussi des gens, des techniciens, des ingénieurs, est-ce que tu vois qu'il y a d'autres préoccupations? J'ai notamment une idée en tête et j'aimerais bien avoir ta réponse avant de voir si justement elle te vient dedans. Elle te vient. Oui. Sécurité. 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 Voilà. On va vraiment, ça c'est vraiment une pression, c'est assez important et les gens, on va ça dans chaque pays, inclus la France, où on met vraiment le focus sur la sécurité qui est aussi extrêmement important naturellement. Donc là, et puis, comme j'ai dit, réduction de coûts, ça veut dire prudence. On peut résumer ça en prudence. Ça, on va chez les directeurs informatiques jusqu'à présent en France. Et si je peux me permettre, il y a un sujet qui n'a pas été évoqué, mais qui fait partie des nouveaux KPI du White Lane, la sustainability. Qu'est-ce que tu penses de ce KPI-là et de cet aspect-là pour la France et de manière plus générale dans l'IT? Là, je dois faire attention parce qu'on a pas mal de panels avec les clients, les fournisseurs, et puis on pose toujours la question, est-ce que c'est un buzzword ou est-ce que c'est vraiment important? Ce qu'on voit quand même, c'est moins important que il y a quelques années. Donc, c'est un peu réduit. Mais ça reste toujours important pour les clients. Et si on va à les cahiers de charges, si on met de l'importance sur la sustainability. Donc, oui, ça va rester important. Mais ce n'est pas la chose la plus importante qui existe. Mais ça reste important. Et chaque fournisseur va faire pas mal d'efforts pour répondre aux besoins de sustainability en France.
Puis en plus, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, je pense que évidemment, face à des priorités de réduction de coûts, de sécurité, même d'innovation qui peuvent remettre en cause des business models comme l'IA, etc. Évidemment, les DSI, elles vont certainement elles mettent la partie sustainabilité un tout petit peu de côté parce qu'elles savent que de toute façon, la partie réglementation va les imposer, va les aider. Et entre guillemets, voilà, à partir du moment où je suis compliant, déjà, j'ai répondu à une partie du sujet. Et après, souvent, quand même, les DSI ne sont pas forcément systématiquement au cœur de toutes les industries. Parfois, il y a quand même d'autres départements qui doivent aussi pouvoir travailler sur ce sujet-là avant elles, même si évidemment, on connaît les problématiques, notamment de l'IA générative et de la partie consommation d'énergie. Merci beaucoup. Je pense que c'est peut-être une dernière question, Jeff, avant de passer à toi, François, si tu en es d'accord. Qu'est-ce qui fait, tu l'as peut-être dit tout à l'heure en introduction, mais qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, elle se dit, OK, là où j'en suis, OK, je vais réduire mes coûts, etc., mais je vais continuer, je vais externaliser davantage. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle continue dans ce chemin d'externalisation? Comment ce processus se met en œuvre dans une entreprise? Ouais. OK, voilà. Il y a 3 raisons pour lesquelles les gens vont plus d'externaliser, hein. Comme j'ai dit au début, réduction de coûts, mais ce n'est pas la seule chose. Il y a aussi donc accès aux ressources. N'oublie pas, ce n'est pas facile si on doit trouver des ressources en France. Des fournisseurs en ont. S'ils n'en ont pas en France, ils en ont au nearshore, offshore. Donc, accès de ressources. Et troisièmement aussi, améliorer la qualité, hein. Oui. C'est quelqu'un qui doit occuper un helpdesk pendant 24 heures, 7 jours sur 7. Et c'est une société d'une taille moyenne. C'est pas possible. Donc là, il y a aussi donc une possibilité, donc via le support externe, de fournir une meilleure qualité de service vis-à-vis de ses propres clients. Non, c'est très clair. Merci beaucoup, Jeff. Alors peut-être justement, François, un petit peu une question. Pourquoi justement cette étude de Whiteland est si importante pour Fujitsu? Alors, évidemment, dans ton rôle, ça a un sens particulier, mais qu'est-ce que ça veut dire pour Fujitsu dans cette relation avec Whiteland? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que je vais apporter 3 éléments de réponse. Je dirais déjà, premièrement, donc la satisfaction client pour le groupe, ça fait partie de notre ADN. Il y a un terme en japonais, le mot tenashi, donc viser l'excellence pour nos clients et être toujours là, même dans les moments difficiles. Donc la satisfaction client, c'est quelque chose dans notre ADN et qui est primordial. Et j'ai un exemple en tête. Moi, depuis que je suis arrivé, je me souviens de la période Covid. On Ouais. a mobilisé des moyens très importants pour permettre à nos clients d'avoir une certaine continuité d'activité, parce que l'IT est quand même est phare Bien sûr. et hyper Surtout dans ces important. moments-là, c'est encore plus important encore, pour le coup. C'est ça. Et je me rappelle des témoignages de pas mal de DSI de nos clients qui nous ont dit Fujitsu déjà merci et on retient aussi les partenaires dans les moments quand ils nous aident Ouais. dans les moments très difficiles. C'est là où on voit qu'on a un véritable partenaire c'est dans les moments difficiles. Donc moi ça m'a marqué et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment ressenti que c'était dans notre ADN et il y a aussi un autre aspect, donc le white lane est important pour nous parce que c'est aussi un enjeu stratégique. On a des KPI financiers, hein, comme toutes les boîtes, mais on a aussi des KPI, on va dire, un peu non financiers, comme le NPS et les indicateurs de satisfaction client comme le white lane. Donc le white lane nous aide à nous benchmarker et voir si on est dans l'excellence en termes de satisfaction client. Et après, je dirais, dernier aspect, j'ai parlé d'ADN, de stratégie, je parlerai d'exécution aussi. Moi, je trouve que chez Fujitsu et chez Fujitsu France, on est orienté client. Les personnes du marketing sont orientées clients, les personnes du commerce et les personnes du delivery. Donc, on a ce mindset-là. Et voilà, en termes de réponse. Merci beaucoup, François. Alors justement, l'avantage aussi quand on a des résultats, quand on peut se comparer, hein, c'est des avantages, et Jeff, tu le disais tout à l'heure aussi, et François, tu l'as repris, bah, c'est que c'est aussi un axe pour s'améliorer. Alors comment justement on utilise justement sous ta responsabilité, François, les résultats de Whiteland pour justement continuer de s'améliorer chez Fujitsu? On sait très bien que la partie évidemment en ligne est quand même très importante chez les entreprises japonaises. Oui. Alors moi, je vais donner un peu mon exemple en France, comment on l'exploite. Comme je l'ai dit, donc satisfaction client et white lane, c'est très suivi dans le groupe. Donc lorsqu'on a à faire passer on veut faire passer des messages, on peut s'appuyer aussi sur les résultats du white lane pour faire passer des messages en France ou à l'échelle du groupe, lorsqu'on a besoin de plus de support. Donc c'est un élément de communication aussi qui nous aide à progresser. Je dirais aussi que derrière, c'est un argument aussi ou un prétexte pour aller revoir le client et lui proposer de faire une enquête terrain, one-to-one avec eux, pour
collecter un peu plus en détail leurs besoins, leurs ressentis. Et derrière, tout ce qui en découle, c'est des plans d'action, soit à l'échelle locale ou soit à l'échelle plus globale. International selon certains clients. Très Voilà. clair. Qu'est-ce que tu as pu observer depuis que tu as rejoint justement Fujitsu, François? Qu'est-ce que tu vois en termes d'évolution pour Fujitsu France par rapport à la dimension Whiteland? Et n'hésite pas non plus à réagir, hein, Jeff, si tu veux Oui. si tu veux dire un Ouais. commentaire. Moi, ça fait 3 ans que je suis à ce poste-là. Ce que j'ai remarqué, c'est que sur les 3 dernières années, on est en une progression constante de notre satisfaction client, si on regarde le classement général de Whitelane. Et pour moi, si je regarde par rapport aux autres acteurs, on est, je pense, un des seuls à avoir cette progression constante de notre satisfaction client générale sur les 3 dernières années. Donc, c'est ce que je retiens, et je retiens beaucoup d'engagement de la part de toutes les équipes pour délivrer de l'excellence en termes de qualité de service. On est, je crois, cette année 3e sur 22 suppliers. Et en termes de gestion de compte aussi, pour moi, qui sont un peu les indicateurs phares d'un bon IT supplier, on est numéro 1 sur ce critère-là. Donc, on arrive à délivrer une expérience globale de très grande qualité. Je C'est te laisse Jeff. confirmer, Jeff, hein, parce que je ne voudrais pas qu'on pense que François dise des choses qui soient un peu décorrélées, etc. C'est vraiment le classement qui a été, comment dire, officialisé l'année dernière. D'accord. Non, je suis d'accord parce que Fujitsu a compris que le client est important et soigne leur client. C'est très important parce que si on va le delivery, pas mal de choses c'est maintenant. Capgemini, Fujitsu, TCS, Accenture, sont tous bons en delivery, honnêtement. Mais c'est surtout le respect des clients et gérer les clients pendant 5 ans. L'erreur que les fournisseurs font, ils signent un contrat de 5 ans et disent maintenant, on peut se reposer jusqu'à l'année 4e année. Mais non, c'est chaque jour, écouter les clients, respecter les clients et aller voir les clients. Et ça, les clients savent, et ça, c'est vraiment un différenciateur, comme on dit, extrêmement important. Et ça, Philippe, soit très bien compris en France. Merci, Jeff. Peut-être une dernière question pour le coup, François. Quel est un petit peu ton pronostic pour cette année parce que donc, tu viens de dire 3e, comment c'est quoi, quelle est l'aspiration en fait de l'entreprise sur la future édition? Ok. Question un peu dangereuse, mais je vais me mouiller un peu. Hein, je reste quand même quelqu'un de prudent, donc je veux qu'on reste dans le top 5 minimum. Et si on peut encore progresser au classement, ça serait super. Mais déjà le top 5 on dirait que c'est un classement de 22 fournisseurs, je crois. Donc rester dans le top 5 pour moi c'est l'excellence et ça serait très bien. Bon, c'est vrai qu'au JO, il n'y a que 3 médailles, mais en tout cas, on respecte toujours les athlètes qui sont derrière. Je suis d'accord. Donc, c'est important. Jeff, est-ce que tu veux rajouter quelque chose justement sur cette partie un peu prédiction de ton côté, de comment ça va se passer, de comment tu vois les choses, ou pour l'instant, en fait, tu ne sais pas du tout? Voilà. Tu as le droit de dire que tu sais pas. On est en train d'occuper de faire l'étude, donc voilà, c'est trop tôt pour avoir les C'est résultats. en lead stage. Mais je crois que, ok, voilà, on dit toujours aux clients, ok, le top 5, voilà, ce sont les gens, les sociétés qu'il faut appeler quand il y a des cas, ils cherchent. Mais et le bottom 5, c'est pas dit que ces gens ne sont pas capables de faire ça, mais on dit fais attention. Donc c'est toujours mieux d'être dans le top 5 que dans le bottom 5. Oui. Et si vous continuez comme ça, alors normalement, on n'aura pas de surprise. Ce sera en tout cas une bonne position de Fujitsu. Ok. Bah, merci. Croisez les doigts. Est-ce que vous aviez tous les deux une question? Je vais peut-être commencer par toi, Jeff. Une question que je t'ai pas posée et sur laquelle justement tu voudrais revenir et à laquelle tu aimerais répondre. Non, peut-être que je peux donner un conseil aux clients. Moi, je connais 3 règles et si les clients appliquent cette règle, ils sont extrêmement heureux. Et ça, c'est basé sur mes 30 ans d'expérience en parlant avec les clients. Et c'est très simple. Première chose, il faut voir, étant client, qu'on est important pour son fournisseur. Donc, ça veut dire si on dépense 1 million d'euros, on n'est pas important. Désolé. Mais ça, c'est important. Et deuxièmement, aussi pour être important, c'est essayer de devenir un reference account, donc un client de référence. Ça aide énormément. Ça, c'est la première recommandation. Deuxième recommandation, c'est ce qu'on appelle en anglais « don't squeeze the vendor ». Ça, j'ai appris. On a vu ça, pas mal de choses que les clients disent « oui, wow, on a choisi le fournisseur qui était 20% moins cher que le deuxième ». S'il vous plaît, ne soyez pas naïfs. Ça ne fonctionne pas. Donc, il faut voir que le fournisseur a une marge correcte.
C'est extrêmement important. Sinon, on reçoit le B-team ou le C-team, le fournisseur. Mais on a fait pas mal de choses. Si on fait une analyse des clients qui sont mal contents, ils nous disent oui, c'est peut-être une erreur. On aurait dû prendre un autre fournisseur qui était moins cher. Donc, sois pas aveugle à ça. Et la troisième chose, le plus important, c'est investissez dans votre gouvernance. Oui. Si vous avez aussi, le fournisseur doit vous gérer d'une façon professionnelle, mais vous aussi. Et on voit qu'il y a un manque de compétences en France. Et là, si vous investissez pas mal en bonne gouvernance, en transition, en change management et en demand management, ce sont les 3 points clés. Alors là, je peux vous assurer que vous serez le client le plus satisfait en France. Voilà, c'est un conseil que je vais quand même profiter de donner aux clients. Merci beaucoup, Jeff. Et toi, François, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aimerais répondre? Alors, pas une question, mais plutôt un ou deux chiffres que j'aimerais juste remonter, Ouais. que je trouve intéressant. Il y a une stat, moi, qui m'intéresse tout particulièrement dans l'étude Whitelane que je regarde et un KPI que je regarde tous les ans. C'est l'intention de renouvellement direct de nos clients sans passer par un processus compétitif. Je crois que nous, on tournait autour de 70%. Donc, 70% de nos clients ont déclaré qu'ils préféraient négocier en direct avec nous avant de passer par un processus compétitif. Et quand je regarde le reste du marché, ils sont plutôt à 40%. Donc pour moi, c'est un signe que nos clients sont satisfaits et très fidèles. Et ça se traduit aussi par les chiffres chez nous, parce que depuis 5 ans, je crois qu'on renouvelle 90% de notre clientèle et de nos clients. Donc ça se traduit dans l'étude Whitelane et ça se traduit aussi dans nos chiffres chez Fujitsu France. Donc c'est une fierté. Donc ça montre qu'on sait fidéliser nos clients. Jeff parlait de clients heureux. Je pense qu'ils sont plutôt heureux avec nous s'ils restent depuis autant d'années. Ok, très clair. Donc, c'est un bon indicateur aussi, Jeff. C'est clair. Je pense que François a raison. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour le temps passé ensemble. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres webinaires. À bientôt. Et puis surtout à bientôt pour les résultats de l'étude de cette année de Whitelane qu'on vous partagera. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci bien, Fabien.